Mais avant le grand plaisir, il y a des petits plaisirs de ce que j'ai glané à gauche, à droite, et qui sont peut-être des façons croustillantes de nous rappeler ces 2 jours. Et parmi les petits plaisirs, il y a aussi les plaisirs de ce qu'il n'y a pas eu. Comment as-tu fait, Alain, pour éviter une communication sur le développement durable? J'en reviens pas. Mais personne n'a parlé du développement durable. J'espère que vous en remettrez. Dans la première session, hier matin, il y a eu ce débat très intéressant sur le sens des espaces publics revisités et renouvelés dans les politiques urbaines qui sont en fait tout à fait universelles, et la place de l'ordre public dans la ville. Et ce qui était croustillant, c'est que nous avons approché une notion en l'évitant au bout du compte, et elle est revenue en fin de session. Parce que si Jean-Pierre Augustin nous a bien dit qu'il était à la traque des lieux communs, il n'est pas allé jusqu'au bout de son raisonnement, et quand on lui a posé la question, quelqu'un d'entre vous lui a posé la question, il a fait une pirouette pour vendre son bouquin, mais il n'a pas abordé le sujet. Vous l'avez tous noté, et Alain en particulier l'a noté. Et il y a une phrase très belle d'un collègue géographe, qui s'appelle Jérôme Monet, qui travaille aussi sur l'Amérique, mais sur le Mexique. Je ne sais pas si le Mexique fait partie de l'Amérique du Nord, centrale, comme. Et là, il travaille sur un espace central, c'était justement le sujet de cette session. Et il a eu cette très belle phrase, que je poursuis. Il dit: si l'espace est une société de lieux dits, alors la ville est une société de lieux communs. L'espace comme société de lieux dits, et la ville comme société de lieux communs. Et il va au bout, en parlant du centre-ville, et il va jusqu'à souligner que le centre-ville est une société de hauts lieux, et c'est ces hauts lieux qu'on n'avons pas rencontrés dans cette première session, mais autour desquels nous revenons de façon centrale à la fin, avec Wiril, avec cette confluence à Winnipeg, avec ce Fort Bragg, et avec ces endroits de commémoration et de mémoire. Ça, c'était un endroit tout à fait intéressant dans un léger trouble dans la construction de ce que nous faisions jeudi matin. Dans la suite, je ne me souviens plus si c'était en fin de ma vie, la deuxième session, on était toujours sur nos accommodements raisonnables, c'était dès le début. J'ai essayé de vérifier, là, j'ai pas fait Wikipédia, j'ai écrit à un ou 2 collègues, c'est quoi? C'est une nouvelle notion de science politique, les accommodements raisonnables, c'est un sujet très important. Mais en tout cas, nous avons inventé collectivement le 11e accommodement raisonnable. C'est un truc un peu spécial. Moi, j'ai regardé après comment j'écrivais accommodement, et puis j'ai vu que je faisais des fautes d'orthographe, que j'écrivais ça accommodement. Commande, et non pas commode. Et José Burling nous a proposé le 11e commandement, mais enfin qui est donc le 11e accommodement, il est très raisonnable. Il dit: la suprématie de Dieu, c'est une mention anecdotique. Ça, la suprématie de Dieu, tu reconnaîtras, so what? C'est une façon tout à fait canadienne, et donc assez anglo-saxonne aussi parfois, de nous proposer un chemin entre commandement et commandement. Et après, il y a eu un beau débat sur l'identité, et je dois dire que peut-être je ne suis pas le seul à ne pas avoir été trop surpris. J'ai bien aimé Hélène Gravel qui nous a tous soulagés en nous disant qu'on allait peut-être sortir d'un face-à-face déjà bien connu. Et je me rappelais, moi, dans mon année montréalaise, parce que vous savez qu'ici, à Grenoble et partout ailleurs, nous avons tous eu une année montréalaise. Comme tout le monde fait mon année montréalaise un peu tard dans ma vie, je m'en excuse. À la droite, j'habitais donc un quartier qui en lui-même était un résumé de toute la question identitaire, puisqu'il s'appelle NDG, ce qui veut dire en fait Notre-Dame de Grâce, Notre-Dame de Grâce, et en NDG. Donc c'est un beau collage de cette double culture. À ma droite, il y avait John, et en face, il y avait Bertrand. J'étais copain avec les deux, j'étais là pour un an, je ne m'engageais pas trop, ça allait. John, à côté, m'a dit: moi, je suis premièrement montréalais, deuxièmement canadien, troisièmement québécois. J'ai déjà raconté la dernière fois. Et Bertrand, en face, m'a dit: moi, je suis premièrement québécois, deuxièmement montréalais, troisièmement canadien. Mais en fait, ils habitaient l'un en face de l'autre, et en cas de grosse chute de neige, ils se donnaient quand même un sérieux coup de main pour pouvoir garer leur voiture. Et j'en conclus à la fin de cette session, et avec ces souvenirs de NDG, que peut-être finalement les sociétés qui prétendent ne plus avoir à répondre à la question titre de vos colloques, à savoir qu'est-ce qui les fait tenir ensemble, sont sans doute les sociétés les plus dangereuses pour elles-mêmes et surtout pour les autres, quand elles ne se posent plus cette question qui doit être en permanence, être une veille de nous-mêmes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé dans notre beau colloque plus tard? Il y a eu ce passage fameux sur la mer qui est mal partie pour tenir le Canada ensemble, le golfe du Saint-Laurent, et je ferai ce mauvais rappel en rappelant qu'après l'échec de la Reine-Mère, il y aura donc l'échec de la mer
pour tenir le Canada ensemble, en effet. Et puis, juste derrière, le fait que le Canada avait beaucoup de temps derrière lui. Je ne sais pas s'il y a le cas de temps devant, mais parce que son origine recule. C'est 1867, et puis finalement, en fait, c'est 1608, puis en fait, peut-être 1604, et puis en fait, de bien regarder dès le XVIe siècle, en 1500 et quelques, où déjà un peu partout dans le Golfe, du monde traîne, et puis je suis sûr que de travaux en travaux, nous arriverons à faire reculer l'origine du Canada, si bien qu'effectivement c'est un pays qui a du temps derrière lui. Et bon, tout ça pour dire que peut-être c'est une forme de réponse. Qu'est-ce qui fait tenir un pays en sens? C'est certainement son sens de l'humour et de l'ironie. Il y en a eu. Moi, franchement, je dois saluer Éric Tabuteau qui nous propose quelque chose qui est digne de Woody Allen. Le 21e siècle sera spirituel, mais pour l'instant, il n'est pas très drôle. Et il a dit, parce qu'il y avait tout ce débat sur le fédéralisme, et il vaut mieux être canadien et en bonne santé que belge et malade à certains moments. Mais j'ai compris, moi aussi, surtout dans tout le long de la journée, qu'il valait encore mieux être albertain, point barre. Pour autant, est-ce qu'on peut rire de la même chose dans ce pays? Peut-être pas. Nous avons en France une bonne blague sur la différence entre un bon chasseur et un mauvais chasseur, que je ne vous raconte pas, parce que tout ça, vous aurez l'occasion de vous la faire raconter à la sortie. C'est une blague en France, et je crois qu'elle n'est pas du tout drôle. En Alberta, elle ne marcherait pas, donc c'est pas la peine d'essayer avec cette plaisanterie. Voilà, c'était une façon de résumer les petits morceaux qui, comme ça, me permettent de regrouper tout ce qui a été raconté dans votre colloque.